Bonsoir, bonsoir, on se retrouve ce soir pour un nouveau numéro de Tandem 2.0 et pour un rendez-vous ce soir qui me tient particulièrement à cœur. Il y a quelques mois, quand nous vivions encore tous une vie plus ou moins normale, loin du corona, de ses emmerdes, nous avions eu l'immense plaisir d'accueillir et de recevoir comme invité le célèbre Pug, cofondateur de la page Facebook Nation pour Israël, et qui mène une bataille quotidienne et sans relâche pour défendre notre pays et notre peuple sur les réseaux sociaux. Alors depuis, nous, on avait envie que Pug puisse intervenir de manière récurrente dans Tandem. Et ce soir, nous vous proposons de le retrouver régulièrement pour discuter d'un sujet qui ne faiblit malheureusement pas. Il s'agit du sujet de l'antisémitisme. Alors Pug, bonsoir d'abord. Bonsoir Galit, merci. Je suis très content d'être là à nouveau. Ah oui, ravi de te retrouver. C'est avec vraiment une joie non dissimulée que je te retrouve sur Tandem. Ce soir, on va parler de 3 sujets qui ont fait l'actualité de l'antisémitisme ces dernières semaines. Et on va essayer de les décortiquer ensemble à travers ton prisme de goy qui défend Israël. T'es d'accord ? Absolument. Alors on passe, je te propose de passer tout de suite au premier sujet. Sans transition, comme diraient certains. Alors, voilà. Le premier sujet ce soir, c'est le tweet de Nicolas Bedos. Alors, le tweet de Nicolas Bedos, je recontextualise un petit peu. Donc déjà, je vais redire le tweet, on va le voir à l'écran. Certains soirs, quand tu n'aimes pas le foot, tu comprends mieux ce que ressent un Palestinien en week-end à Deauville. Alors, je recontextualise rapidement. Le 23 août dernier, à Marseille, match je crois que c'est la finale de la Ligue des Champions, entre le PSG et le Bayern de Munich. Et toute la France est en ébullition. Et là, ce tweet de Nicolas Bedos. Alors, Pug, personnellement, j'y vois davantage une vanne foireuse que de l'antisémitisme. Et toi ? En fait, il faudrait passer des heures en psychanalyse pour vraiment comprendre ce que c'est que l'antisémitisme et le définir, mais on n'a pas tellement le temps, donc on va essayer de faire simple. Je crois qu'il est compliqué de dire qu'une personne est antisémite. Ce serait définir la personne comme ça. Donc de dire que Nicolas Bedos est antisémite, non, j'irai clairement pas jusque-là. Je me souviens d'une intervention qu'il avait fait en 2014 à propos de Dieudonné qui avait été assez brillante. Là où il me gêne un petit peu plus, c'est que justement lors de cette intervention en 2014, il avait dit que il ne se permettrait jamais justement d'utiliser la Palestine contre la Shoah et ainsi de suite. Donc en fait, je comprends pas trop ce qu'il fait avec ce tweet. Et pour être tout à fait franc, je l'ai pas compris son tweet. Parce que je suis pas fan de foot, je ne suis jamais allé à Deauville, donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut dire par là et qu'est-ce qui nous met les Palestiniens là-dedans ? Alors j'ai essayé de comprendre un petit peu, je me suis souvenu de la vérité si je mens où je crois que les gars vont faire une virée à Deauville en Rolls-Royce. Alors je me suis dit est-ce que c'est de ça qu'il parle ? Donc est-ce qu'on est en train d'imaginer que Deauville est un repère juif, un espèce de Tel Aviv normand, possible. Visiblement, c'est ce que certains disent. Je me suis aussi demandé, est-ce que simplement Deauville, c'est le lieu de villégiature un peu par excellence des Parisiens sur la côte ? Donc est-ce qu'il est juste en train de parler de la richesse, ou en tout cas d'un niveau de vie très élevé, voire même du luxe, comparé en fait à ce que vivent les Palestiniens ? Le fait est que le problème, il est sur Palestiniens. Pourquoi est-ce qu'il évoque les Palestiniens ? Alors, s'il les évoque par rapport au fait que Deauville est un Tel Aviv normand, effectivement, on est dans quelque chose qui est un préjugé antisémite. Et je suis pas sûr qu'il en ait conscience. Parce que, effectivement, opposer Palestiniens à Juifs, oui, c'est exactement ce que fait le Hamas, c'est exactement ce que fait l'OLP, qui ne dit jamais israélien. Donc, déjà, pour moi, c'est un problème. Ce que font les Juifs de France à Deauville n'a
à ma connaissance, rien à voir avec les Palestiniens. Donc, véritablement opposer les Juifs de France à Deauville et les Palestiniens, je ne peux pas l'expliquer autrement que par un préjugé antisémite qui s'est glissé par là. Si on parle de la richesse, par rapport aux Palestiniens, on part encore une fois du principe que le Palestinien aujourd'hui, avec un grand P, c'est celui qui souffre. Fut un temps, on disait les Biafrés, les Éthiopiens dans les années 80. Aujourd'hui, si on veut symboliser celui qui est pauvre, qui est opprimé, qui est... pourquoi pas effectivement utiliser le terme palestinien, ce qui évidemment renvoie au conflit israélo-palestinien, que les Palestiniens sont expropriés de leurs terres, qu'ils souffrent, que le sionisme les a rendus pauvres et ainsi de suite. Et on est à nouveau dans un préjugé complètement antisémite parce que ça fait 6 ans que je démonte toutes ces théories. La souffrance des Palestiniens n'a rien à voir avec Israël. Donc oui, malheureusement pour Nicolas Bedos, je crois que là, il a bien glissé sur une plaque de gras antisémite, sans peut-être même s'en rendre compte. Simplement, je pense qu'il a voulu effectivement imager quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui ne participe pas à la liesse populaire parce que ses conditions de vie ne le lui permettent pas, et faire appel aux Palestiniens pour faire ça. Il aurait pu faire appel à des tas d'autres gens. Il aurait pu faire appel aux Érythréens, aux Soudanais, au Sahara occidental, même quelque part à l'Afrique du Sud. Enfin, quand on veut symboliser un peuple qui souffre et qui ne participe pas à la liesse populaire, on peut aussi parler des Nord-Coréens, par exemple. Les Nord-Coréens à Deauville, je pense qu'il a fait la même blague. Sauf que Palestiniens... Ce qui est rigolo, en tout cas, ce qui moi m'interpelle, c'est que pas une minute, pas une fois dans son tweet, hein, qui n'est pas dans sa phrase, c'est une seule phrase, mais il n'y a pas ni le mot juif, ni le mot israélien, il y a juste palestinien et Deauville. Alors effectivement, oui. Il existe un cliché comme quoi les juifs parisiens iraient investir Deauville pendant les week-ends de beau temps. Oui. Mais hormis ça, est-ce que ce tweet a parlé de la même manière à un, je sais pas moi, un Français, un goy du Jura? C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'effectivement ce cliché existe, que Deauville serait investi par les juifs parisiens pendant les week-ends de beau temps. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a que nous que ça a heurté finalement? Moi, je suis un goy des Pyrénées et c'est pour ça, pas compris, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, parce que tu as dit au début, tu as commencé par « je n'ai pas compris son tweet ». Non. Eh bien, c'est ça. Non, parce que... Alors, voilà. est-ce qu'il n'y a que nous qui nous sommes... que ça a ému? Est-ce qu'il n'y a que les Juifs et une petite frange de microcosme parisien que ça a pu émouvoir, ce tweet? Parce que finalement, on s'en fout un peu voilà, de ce qu'il dit. Oui. C'est juste une mauvaise vanne. Oui, clairement, c'est une mauvaise vanne. Parce que je ne pense pas qu'il soit allé dans la réflexion de tout ce que tu as dit au début. Je ne sais pas. C'est justement ce que je lui reproche. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, et sans vouloir plomber l'ambiance, lorsque Mohamed Merah à Toulouse dit aux policiers du RAID « Je venge les enfants palestiniens », est-ce que véritablement c'est judicieux de faire des blagues comme ça en France ? De rappeler encore la souffrance palestinienne en France. Lui-même, Nicolas Bedos, dit qu'on peut rire de tout quand on n'est pas n'importe qui. Je suis assez d'accord avec lui. Moi, le premier, je me permets, avec mes amis juifs proches maintenant, puisque à force de défendre Israël, j'en ai, je me permets moi aussi des blagues qui de temps en temps font lâcher un peu la pression et ainsi de suite. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui d'abord se permet pas ça avec n'importe qui. Et je suis quelqu'un qui, depuis 6 ans, montre son visage dans la lutte contre l'antisémitisme. J'ai publié donc, mon livre sous mon vrai nom pour justement donner de la force à cet engagement. Donc, la blague en soi, je comprends tout ce qu'il peut dire sur on peut rire de tout et ainsi de suite. Je comprends ça, je suis assez d'accord avec lui. Mais lâcher cette blague dans le grand espace, en pensant que je compte sur l'intelligence de tout le monde pour l'analyser,
là, je trouve qu'il est assez irresponsable. Je trouve qu'il est assez irresponsable. Ce serait, comparaison sans doute étrange, mais qui va mettre tout le monde mal à l'aise volontairement. Lorsque vous avez quelqu'un qui fait des blagues je sais pas, à des femmes violées sur des violences conjugales, c'est pas drôle. Même si la blague en soi, elle est drôle, mais il y a tout un contexte qui fait que là, on a des gens en France, des juifs, et on devrait peut-être commencer par dire ce sont des citoyens français, ça remettrait les pendules à l'heure, qui ont été tués pour ça, pour en fait des mensonges, des préjugés sur les Palestiniens et la Palestine. Donc, la blague en privé, elle peut être très drôle, quoique moi je l'ai toujours pas compris, hein, encore aujourd'hui. Mais lâcher ça comme ça, les Palestiniens souffrent, et donc un Palestinien à Deauville, eh ben, c'est comparable à quelqu'un qui n'aime pas le foot en pleine fête du foot. Je trouve ça assez irresponsable. Donc encore une fois, pour moi, Nicolas Bedos n'est pas antisémite, il s'en est défendu et il a raison de le faire. Mais là, il a quand même glissé sur... Alors, est-ce que cette blague aurait été considérée comme antisémite en 1975 ? Ou c'est le contexte actuel qui fait que c'est compliqué parce que ça importe un peu plus le conflit J'oserais même dire, pour moi, avant 2012, j'aurais pas percuté en fait. J'aurais pas tellement fait la remarque, quoique ça introduirait un peu le deuxième sujet, mais les attentats contre des juifs en France au nom de la Palestine, ça fait déjà quasiment 40 ans que ça dure. Donc, jouer à ça, voilà, c'est irresponsable. Il aurait pu placer les Nord-Coréens à la place des Palestiniens. Est-ce qu'on le classe dans la case idiot utile, antisémite ou les deux? Idiot utile, antisémite. Là où je vais être un peu dur sur lui, c'est que je pense que il savait très bien que la blague marcherait davantage en parlant des Palestiniens que n'importe quel autre peuple qui souffre dans le monde. Bon. Et c'est en ça que je suis un petit peu dubitatif sur lui. Est-ce que pour vendre sa blague et faire parler de lui, est-ce qu'il est capable de justement surjouer un petit peu le préjugé? J'en sais rien. Voilà. Donc idiot non, antisémite non. C'est pour ça que ce qu'il a fait est un petit peu dérangeant. Bon, très bien. Alors tu parlais tout à l'heure des attentats de ces dernières années contre les Juifs en France. Donc là, voilà, ça nous amène à notre deuxième sujet, qui va être donc la déclassification de documents classés secret défense sur l'attentat de la rue des Rosiers. Donc pareil, comme dans le premier sujet, je contextualise rapidement et puis après tu nous dis un petit peu ce que tu en penses. Alors c'était le 9 août 1982, on était au tout début du premier septennat de François Mitterrand. Donc sous François Mitterrand, 2 terroristes au moins pénètrent rue des Rosiers dans le restaurant de Joe Goldenberg, figure emblématique de la rue et de la communauté juive. Ils tirent au pistolet mitrailleur et lancent 2 grenades. Bilan, 6 personnes tuées, une vingtaine d'autres blessées. La police impute ce massacre au groupe Abou Nidal, mouvement dissident de l'OLP, qui n'a lui jamais revendiqué l'attentat. Et des documents, donc récemment déclassifiés et livrés à la justice, accréditent la thèse d'un accord secret passé à l'époque entre la DST et le groupe Abou Nidal pour éviter que d'autres attentats soient perpétrés en France. Alors Pug, pourquoi est-ce que, à tes yeux, ceci relève d'un antisémitisme flagrant ? En quoi est-ce que ça relève d'un antisémitisme flagrant ? Est-ce que c'est de l'antisémitisme d'avoir à l'époque passé cet accord ? Directement, non. Parce que directement, donc la DST, Direction de la surveillance du territoire, aujourd'hui ça s'appelle différemment. C'est un ancien directeur de la DST, je crois à l'époque d'ailleurs, qui, une fois libéré de ses engagements, je crois que c'est en 2018 en fait. Il y a il y a 2-3 ans, il en avait déjà parlé et ça a été déclassifié que maintenant. Ça a été déclassifié, je crois sur ordre du président de la République, si j'ai bien compris.
le but premier, quelque part, on peut le comprendre. On peut éventuellement le comprendre en considérant qu'en passant un accord avec le groupe Amoudinal, on empêche que d'autres attentats aient lieu sur le sol de France. Donc on peut se dire, mais non, il n'y a rien d'antisémite là-dedans. On place la sécurité intérieure française voilà. au-dessus de tout. On protège les Français et d'une certaine manière, on protège aussi les Juifs de France, puisque cet accord englobe les Juifs de France. Là où je suis, là où cette affaire me trouble beaucoup, d'abord, c'est que ça, c'est un truc que j'avais déjà un peu évoqué quand le président de la République a parlé en aparté au Hezbollah au Liban. Quand on passe un accord comme ça avec un groupe terroriste, quelque part, on le légitimise, puisque l'État français, en fait, se met au même niveau qu'un groupe terroriste. Donc le groupe Abou Nidal, au lieu d'être traité comme une bande de criminels par l'État français, se retrouve à discuter avec l'État français, même si c'est en secret. Et forcément, ça les renforce. Ensuite, quand on se remet dans le contexte de l'époque, j'arrive pas à comprendre cette décision. J'arrive pas du tout à comprendre. Je vais citer cette embuscade du colonel Salvant, qui est ensuite devenu général Jean Salvant, qui essaye en fait d'empêcher les Palestiniens de harceler les Israéliens pendant le retrait de Tyr en mai 78. J'ai cherché la date avant l'émission et je l'ai déjà oublié. Je crois que c'est le 2 mai 78. Mai 78, oui. Et en fait, en essayant en fait de faire tampon entre Israéliens et Palestiniens, les Français sont au bord de l'affrontement armé avec les Palestiniens, donc avec l'OLP en fait, et le général Salvant est attiré dans une embuscade, il prend 18 balles dans la peau. Heureusement, il était extrêmement sportif, il s'en est remis, mais il a eu le visage définitivement défiguré par cette affaire. Mais c'est déjà un miracle qu'il soit pas mort, 18 balles encore. C'est déjà un miracle. Je crois que c'est son radio ou son chauffeur qui a été tué et l'autre blessé. Rien que ça, j'ai du mal à comprendre comment on peut penser, après une traîtrise pareille, une embuscade comme ça contre des gens qui sont chargés de ramener la paix, ou en tout cas d'interposer. J'arrive pas à comprendre qu'on va essayer de passer un accord avec des gens qui sont capables de ça. Si le gouvernement français pensait que Abou Nidal, l'OLP, le Fatah et ainsi de suite n'avaient pas de lien et ne discutaient pas entre eux, bon, peut-être qu'à l'époque ils en étaient persuadés, ils se sont trompés, c'est une évidence. Même si ces gens-là ne sont pas forcément complètement et perpétuellement en lien, ils se battent pour la même cause avec les mêmes méthodes et ainsi de suite. Donc là où donc déjà le principe d'un accord avec ces gens-là me pose problème. Donc là, attends, tu es en train de nous dire que là, en 1982, la DST passe un accord avec Abou Nidal, donc groupe dissident de l'OLP, alors que 4 ans, plus ou moins jour pour jour auparavant, le même groupe, en tout cas les Palestiniens, avaient attaqué un commandant français au Liban et l'avait criblé de balles. Absolument. Malgré cela, 4 ans après, comme si de rien n'était, on passe un accord. D'accord. Donc je rajoute quand même, depuis l'explosion de Beyrouth, on nous explique que l'amitié franco-libanaise, on a célébré le Grand Liban avec la patrouille de France qui passe au-dessus de Beyrouth, ainsi de suite, très bien. L'OLP, je suis navré de le rappeler, mais la guerre civile libanaise, elle commence entre l'OLP et les Kataeb, donc les phalanges chrétiennes, qui ne supportent plus l'État dans l'État qu'est l'OLP au Liban. C'est-à-dire que l'OLP est devenu tellement puissant que l'État libanais ne peut plus rien contre. Donc, on passe un accord avec des gens qui ont quand même, c'était le chef de corps du 3e RPIMA, si je ne me trompe pas, force d'interposition sous l'égide de l'ONU et ainsi de suite. Donc déjà, ils nous font une embuscade sur un gars comme ça, représentant de la France, donc la France est clairement visée. Ensuite, l'OLP a clairement détruit, ou en tout cas a mené notre Liban, puisque là je me parle en tant que Français qui se dit le grand ami du Liban, c'est l'OLP qui a mené le Liban à ce drame de la guerre civile.
et on est encore en train de passer des accords avec eux. Mais je ne comprends pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on passe des accords avec eux? Alors, j'ai une petite explication. À peu près à la même époque, je ne sais plus exactement quand est-ce que les Français évacuent Yasser Arafat de Beyrouth, mais c'est pendant la première opération paix en Galilée, enfin la première je ne sais pas, mais en tout Oui, cas l'opération paix en Galilée oui, en oui. 82. Oui, c'est ça, Les, c'est dans ces années-là. voilà, les Français empêchent les Israéliens de capturer Arafat. Donc déjà, j'ai du mal à comprendre, pour les raisons que je viens de citer aussi. Euh, et donc, on sort Arafat du Liban pour empêcher que les Israéliens le capturent. On passe un accord avec Abu Didal en disant continuez vos attentats, mais juste pas chez nous. Qu'est-ce que j'ai loupé en fait dans le En fait, qu'est-ce que je comprends pas, tu es en train de nous dire que tout ça, le moteur de tout ça, c'est un anti-israélianisme, un antisémitisme, Oui, en tout cas une politique anti-israélienne de la France. oui, complètement. Parce Et qu'il y encore en une a un peu marre fois, de dire une politique pro-arabe de la France, c'est une politique anti-israélienne dans ce cas-là, clairement. oui, clairement, parce que alors on peut effectivement justifier disant oui, mais on voulait pas se mettre les Arabes à dos et comme la Ligue arabe était extrêmement pro-palestinienne à ce moment-là, forcément, en défendant la cause palestinienne, on passe pour des gentils auprès des Arabes. Ça n'a jamais marché, hein, mais bon, c'est un autre détail. Non, Le fait, d'autant qu'aujourd'hui, alors que la Ligue arabe est plutôt pro-Israël, enfin, a lâché un petit peu les Palestiniens et se rapproche d'Israël, les Français sont toujours campent toujours sur leur position. Ça ne la fait pas bouger d'un iota. oui, en même temps, oui, ça on y reviendra aussi, mais enfin et en fait, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on soutient à ce point les Palestiniens alors que en fait la cause sioniste, la cause israélienne, si je devais l'appeler comme ça, elle est légitime par tous les moyens que l'on peut l'aborder. C'est ce que j'ai essayé d'aborder dans tous les textes que j'ai pu écrire depuis 6 ans. Je suis pas en train d'enlever des droits aux Palestiniens, je suis pas en train de dire qu'ils n'existent pas, je suis pas en train de dire que il faut tous les déporter. On n'est pas du tout dans cette question-là. Je dis simplement les Israéliens, le sionisme est parfaitement légitime et à partir du moment où on soutient une force ou en tout cas une cause complètement construite de briques et de broc, soutenue par le KGB, armé par le KGB, qui au même moment s'en prend à la France par différents moyens. Enfin, je comprends pas comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça sans qu'il y ait effectivement un petit côté ouais mais on s'en fout, c'est que des juifs. Alors pour toi, c'est ça, Et on s'en fout, c'est que des juifs. oui, il y a un petit peu de ça. C'est on s'en fout un petit peu de ce que de ce que font les Palestiniens et l'OLP. Juste venez pas le faire chez nous. Mais Donc le reste, finalement, on vous trouve un petit peu sympathique. Je ne peux pas comprendre ça. Et je peux encore moins comprendre que pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on n'a pas fait des accords avec Action Directe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait des accords avec l'ETA? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait des accords avec les fractions armées rouges allemandes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait d'accord avec le FLNC? Yvan Colonna, bon ok, Yvan Colonna, il s'en est pris directement à l'État français en assassinant un préfet. non, mais à l'époque, il y avait quand même voilà. pas mal d'attentats, début des années 70, il y avait pas mal d'attentats, voilà, Oui, de tous ces les groupuscules, communistes. la bande Abadère, enfin Oui, tous c'est ces exactement ça. groupuscules. Et là, Et d'ailleurs, il n'y ils a pas étaient eu tout à fait en d'accord. cheville. Il n'y avait pas Non, oui, il y avait pas et ils d'accord. étaient complètement en cheville. L'IRA, les Palestiniens. Donc pour toi, c'est de l'IRA, l'Action Directe. l'antisémitisme d'État. Oui, clairement, clairement. Il ne le dirait pas comme ça. Beaucoup de gens me diraient, mais non, tu fais un amalgame. Mais à un moment donné, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas soutenir Israël quand la cause sioniste est historiquement juste, juridiquement juste, à tous les niveaux? Pourquoi est-ce que vous choisissez, au moment où les Juifs rentrent enfin dans leur terre en Judée, pourquoi est-ce que vous choisissez des gens qui n'ont jamais rien fait sur cette terre, qui n'ont jamais revendiqué un État palestinien indépendant et qui veulent faire un grand État arabe, du nationalisme arabe? Je rappelle que le drapeau palestinien, c'est le drapeau du parti Baas, du grand nationalisme pan-arabe de l'époque.
pourquoi est-ce que vous soutenez ces gens-là, sachant en plus que les Palestiniens sont aidés par le KGB et avant eux par nos anciens ennemis, les nazis. Je, voilà. Donc cet antisémitisme historique qui perdure et qui se Voilà. manifeste de différentes manières. Alors, on a parlé de la politique anti-israélienne de la France, ce qui m'amène à notre troisième sujet. Alors, le troisième sujet c'est quand l'Union européenne, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, met en garde la Serbie contre le transfert de son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Alors pareil, le contexte, c'est que le 4 septembre dernier, donc il y a une dizaine de jours, alors que la Serbie et le Kosovo participent à un sommet consacré à normaliser les relations économiques entre les deux pays, aux États-Unis, à la Maison-Blanche, Donald Trump, qui fait un peu feu de tout bois, Oui. annonce que la Serbie va transférer donc son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et que le Kosovo, pays donc à majorité musulmane, va lui instaurer des relations diplomatiques avec Israël. Donc sur ce, l'Union européenne exprime sa grave préoccupation, ses regrets et donc avertit et met en garde ces deux pays. Alors Pug, toi, explique-nous en quoi est-ce que cela dérange l'Union européenne et surtout en quoi est-ce que ça aussi c'est une nuance d'antisémitisme? Ce sujet me ferait hurler. Si on n'était pas en bonne compagnie, effectivement, je hurlerais. Parce que il y a 20 ans, l'OTAN a bombardé la Serbie pour arrêter en fait l'offensive ou en tout cas le conflit qui les opposait aux Albanais du Kosovo. C'est un traumatisme dans ce pays où j'ai passé 2 mois en 2017. C'est vécu comme une violente injustice parce que je ne vais pas rentrer dans les détails ni dans les justifications, mais Serbes comme Kosovars, comme Albanais du Kosovo devrais-je dire, revendiquent que la naissance de leur peuple et la naissance de leur État se situe au Kosovo, donc on est et il y a des justifications dans les deux camps parce que les Albanais se considèrent comme des Illyriens, donc avant l'invasion slave, et les Serbes en fait font remonter la naissance de leur véritablement de leur conscience nationale à la bataille du champ des Merles en 1359, si je ne me trompe pas, contre les Turcs. La bataille s'appelle Kosovo-Polje. Je ne sais pas le dire, mais c'est au Kosovo que la conscience nationale serbe contre l'envahisseur turc s'est faite. Ces bombardements il y a 20 ans et cette indépendance de fait du Kosovo de la Serbie, c'est un traumatisme, c'est douloureux de part et d'autre. Il y a encore quelques années, des monastères orthodoxes serbes étaient incendiés au Kosovo. Là, on apprend, et c'est une surprise pour beaucoup de monde, enfin, quand on ne suit pas complètement le dossier, et beaucoup ne le suivaient pas, on apprend qu'il va y avoir un accord de normalisation économique entre la Serbie et le Kosovo. C'est sans précédent. C'est même enthousiasmant en fait de penser que les Serbes finissent par se dire ok, on renonce un petit peu à nos prétentions là, sur ce sujet, et que les Kosovars se disent on arrête de voir les Serbes comme les fachos de service qui ne cherchent qu'à nous écraser. C'est déjà une très très grande avancée. Qui est très enthousiasmante quand on aime un petit peu ce coin du monde. On apprend de surcroît que la Serbie va transférer son ambassade à Jérusalem. Les Américains l'ont déjà fait. Il y a quand même une succession de pays qui commencent en tout cas à le faire ou à l'envisager. Les Kosovars, pays à majorité effectivement musulmane en Europe. Alors l'islam des Balkans est quand même un petit peu différent de l'islam du Moyen-Orient, mais c'est pas le sujet. Ça reste un pays à majorité musulmane. Ils veulent eux aussi établir des relations diplomatiques avec Israël, si j'ai bien compris, également à Jérusalem. Un bureau représentatif du Kosovo serait installé à Jérusalem.
c'est très beau en fait, tout ça. C'est oui, Donald Trump fait ça dans la dernière année, à quelques mois de l'élection présidentielle. On peut considérer que c'est de l'esbrouf. Le fait est que ça existe, le fait est que c'est signé. Ça devrait être un bon signe pour tout le monde. L'Union Sauf pour l'Union européenne, européenne. l'Union européenne vient nous dire que c'est grave, que l'Union européenne met en garde la Serbie et le Kosovo, qui sont candidats à l'intégration dans l'Union européenne tout de même, que en fait, si la Serbie et le Kosovo font ça, ça peut remettre en cause leur adhésion à l'Union européenne. Je trouve ça écœurant pour ces deux pays qui souffrent économiquement de façon très lourde. J'ai des amis qui habitent en Serbie et qui m'en parlent. Le salaire moyen en Serbie est de 300 euros, pour donner un ordre de grandeur. Euh, c'est un pays qui n'a pas une grande confiance dans l'Union européenne, mais qui voit mal comment il pourrait continuer à être isolé en fait au sein de l'Union européenne. Environné par l'Union européenne, donc ils se sentent un petit peu contraints de jouer cette carte-là. Et là, l'Union européenne leur dit ouais, mais vous le faites à nos conditions et même nos conditions diplomatiques. Alors, on va mettre en danger en fait la renaissance économique de ces pays-là. Et en fait, moi, je parle pas de produit intérieur brut. Je parle des gens qui souffrent et qui ont du mal à joindre les deux bouts en Serbie. On va mettre en danger ces gens-là. On va leur dire ah non non, on va préférer vous laisser dans la mouise économique pour que vous ne soyez pas un cheval de Troie sioniste chez nous. Enfin, c'est délirant. C'est complètement délirant. Mais alors là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que ça peut pas se comprendre? Parce que d'un côté, et est-ce que finalement, la Serbie et le Kosovo ne se retrouvent pas ici dans une guéguerre entre les États-Unis et l'Union européenne? Est-ce qu'ils ne sont pas entre le marteau et l'enclume? Parce que d'un côté, Donald Trump a dû leur dire on vous aide économiquement, vous allez rétablir des accords entre vous, vous allez recommencer à échanger, etc. Vous repartez sur de bonnes bases, mais à condition que vous transfériez votre ambassade ou que vous mettiez en place des relations diplomatiques avec Israël. Et d'un autre côté, leur souhait, c'est d'intégrer, pour justement cette survie économique dont tu parlais, l'Union européenne, alors que l'Union européenne, elle campe sur ses positions de deux pays pour deux peuples, et que là, elle voit un peu les États-Unis gagner cette guerre diplomatique et un petit peu abandonner cette idée de... Et donc l'Union européenne, elle est bien emmerdée parce qu'elle est en train de perdre la bataille de ces deux pays pour deux peuples, et donc elle n'a pas d'autre moyen que de mettre la pression sur ces deux pays-là. Quels autres moyens elle aurait? Parce qu'elle perd la bataille, clairement. Disons qu'elle perd la face surtout, parce qu'en fait, si on intègre effectivement dans l'Union européenne des gens, des pays qui reconnaissent Israël comme leur capitale, le fait est que ces gens-là seraient donc Serbie et Kosovo, en tout cas la Serbie, puisqu'ils mettent leur ambassade à Jérusalem. On discuterait donc à 27 ou 28, si on intègre la Serbie, avec des gens qui reconnaissent Jérusalem comme capitale. Ce qui pose en interne effectivement un problème, puisqu'on est censé avoir une diplomatie européenne, et que déjà là, il y a des gens qui disent non, la capitale israélienne c'est Tel Aviv, et il y a la petite Serbie là qui dit que c'est Jérusalem. Déjà en interne, l'Union européenne a une approche divisée sur la question de Jérusalem. Donc effectivement, l'Union européenne, je serais à leur place, je ferais sans doute la même chose. Ou alors je me dirais, il faut peut-être qu'on change d'opinion sur le sujet, parce que on a l'air... voilà. C'est ça, à quel moment est-ce qu'ils vont se remettre en cause? À quel moment est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver, ça? C'est quand même hallucinant. Ils sont en train... Israël continue à signer des accords. Alors ce soir, voilà, aujourd'hui c'est la signature avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn à Washington. Et on a l'Union européenne qui campe sur ses positions. Jérusalem, capitale du futur État palestinien.
Oui, à la question quand est-ce qu'ils se réveilleront, quand est-ce qu'ils admettront en fait les choses. Pour moi, ils sont dans un irréalisme assez fondamental parce que, comme je l'avais écrit à ce sujet-là, l'ambassade, on peut considérer que c'est un bâtiment. Pourquoi pas? Mais il faut quand même une assez grosse inculture diplomatique pour penser ça. Une ambassade, on peut aussi considérer, parce que le langage est comme ça, quand on envoie une ambassade dans un pays étranger, on envoie un ambassadeur. On envoie, en fait, ambassade veut dire représentation Mhm. diplomatique. C'est pas juste un bâtiment. Mhm. Lorsque l'ambassadeur français en Israël, qui a sa résidence et ses bureaux à Tel Aviv, lorsqu'il est convoqué par Benjamin Netanyahou parce qu'il y a un problème avec la France, c'est pas Netanyahou qui se déplace à Tel Aviv. C'est ça. Il va à Jérusalem. L'ambassade française, elle est représentée par l'ambassadeur, elle est à Jérusalem. Donc, de facto, à chaque fois que les Français envoient quelqu'un à Jérusalem pour parler avec J'y avais les jamais autorités, pensé, ouais. même, c'est ce qui est assez hallucinant, on a quand même François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande qui sont allés s'exprimer à la Knesset, à Jérusalem, tout en nous disant c'est pas votre capitale. Ah bon? Pourquoi vous êtes allé à Jérusalem alors? Pourquoi est-ce que vous êtes allé vous exprimer à la Knesset si vous ne reconnaissez pas que l'endroit où se réunit la représentation nationale israélienne, c'est dans la capitale de leur pays? Ils sont, je crois que les psychologues appellent ça, ils sont dans une dissonance cognitive. Y a un truc qui colle pas en fait au niveau. À chaque fois qu'on va parler aux Israéliens, on va à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est juste comme ça que les relations diplomatiques se font. Et, Euh, et- donc c'est complètement hallucinant de dire ah non non mais par contre le bâtiment il doit pas être là, il doit pas être Jérusalem. hmm. Si ça vous amuse de faire la route entre Tel Aviv et Jérusalem, c'est pas super agréable non plus. Enfin, bon, Donc pour toi, pour en revenir à notre sujet, la condamnation donc, de l'Union européenne, elle est parce que, parce que l'Union parce que européenne est fondamentalement antisioniste ou antisémite, ou les deux. bah, pour moi c'est la même chose et c'est un goy qui parle. Hmm. Parce que je n'arrive pas à comprendre. On m'a déjà expliqué, non, je suis pas antisémite, je proteste contre la politique du gouvernement d'Israël. Ah bon? Tu connais le nom du ministre de la Santé israélien? Non. Ah ouais, donc qu'est-ce que tu connais à la politique du gouvernement israélien en fait? Ah oui, en fait, Netanyahou. tu es en train de critiquer en fait une stratégie de l'État d'Israël, pas du tout les mêmes mots que la politique du gouvernement israélien, parce que par exemple le reconfinement dont vous faites l'objet, c'est une politique du gouvernement israélien qui est contestable, et vous êtes nombreux à la contester, donc vous n'êtes pas antisioniste pour autant. Là, on critique en fait une stratégie globale de l'État d'Israël pour sa survie, et qui est aussi de sa souveraineté. Donc quand on critique ça, on est en train de remettre en cause la souveraineté d'Israël, son droit à la sécurité, son droit à l'autodétermination. Pourquoi est-ce qu'on fait ça si on n'a pas un problème fondamental avec un État Mhm. juif? Mhm. Parce que les Chinois nous font bêtise sur bêtise, sont en train vraisemblablement de commettre ce qui s'apparente à un génocide contre les musulmans ouïghours. Je parle même pas des chrétiens de Chine qui sont persécutés depuis des années. Les Nord-Coréens font des choses monstrueuses contre leur peuple. Euh, Enfin, je veux dire, même quand la Syrie utilisait des gaz de combat contre son peuple, Mhm. je n'ai encore jamais entendu personne dire on va remplacer l'État syrien par un autre pays, par un autre peuple, par une autre souveraineté. Et quand Israël dit nous on veut juste Jérusalem comme capitale, on dit non, non, on va tout enlever, on va tout remplacer par un peuple palestinien qui aura sa capitale dans Al-Quds. Enfin, Jérusalem est Jérusalem parce qu'elle est juive. Elle est Jérusalem pour les chrétiens parce qu'elle est juive, et elle est Jérusalem pour les musulmans parce qu'elle est juive. Si on enlève la judéité de Jérusalem, même la revendication musulmane sur Jérusalem ne tient pas. Puisque, en fait, le prophète Mahomet est allé à Jérusalem
dans la, on va appeler ça, dans les textes sacrés ou la mythologie musulmane au choix, mais en tout cas dans le narratif, pas le Coran, je crois que c'est dans les hadiths ou dans sa biographie. Il fait un voyage nocturne vers Jérusalem, mais il ne fait ce voyage nocturne que parce qu'il est vers Jérusalem, que parce qu'il prétend être, en tout cas c'est ce que l'islam prétend qu'il est, le successeur de tous les prophètes, et des prophètes juifs. Quand on nous dit il est le successeur d'Abraham, de Moïse, de Jésus, c'est trois feuges, je suis désolé de le dire. Donc, Jérusalem est juive, il ne peut pas y avoir de judaïsation de Jérusalem. Depuis les Jébusiens, elle est juive. Bon. Donc, alors, effectivement, donc, juste pour conclure, refuser de reconnaître que Jérusalem est la capitale d'Israël, alors que de facto, c'est là qu'on va voir les autorités israéliennes, que historiquement, et à tout niveau, Jérusalem est juive, et aller jusqu'à menacer de pauvreté économique et sociale deux pays qui veulent entrer dans l'Union européenne parce que ces gens-là veulent reconnaître... Oui, encore une fois, ce n'est pas une décision antisémite, mais sans l'antisémitisme, on ne peut pas la comprendre. Voilà. Eh bien, écoute, Pug, en tout cas, on va se retrouver parce que j'espère que c'est le premier rendez-vous d'une série où on va continuer ensemble de veiller. On ne baisse pas la garde. On revient très bientôt avec un nouveau numéro intransigeant de 50 nuances d'antisémitisme. Absolument. Et puis, écoute, nous ici... on va souhaiter à nos téléspectateurs et à tous ceux qui fêtent comme nous ici les fêtes juives, on va leur souhaiter de très belles fêtes, confinées, si vous êtes, chers téléspectateurs, ici en Israël comme moi. Une pensée particulière à tous ceux qui vont être contraints de passer ces fêtes seuls, loin de leur famille. Une pensée pour tous nos Chayalim, quoique ce soir j'ai appris que certainement ils seraient autorisés à rentrer un petit peu pour les fêtes près de leur famille, parce qu'on pensait effectivement ne pas les voir pendant plusieurs semaines. Et puis malgré tout, on vous souhaite à tous une très très bonne année 5781, pleine de miel, de joie. Shana Tova, merci Pug, à très bientôt, en plateau ou en Zoom, confiné ou pas, ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Pug, le mot de la fin ? On continue ? On lâche pas ? On continue, on lâche rien. Forcément. Et on lâche rien, on veille. Oui, je pense que l'actualité nous offrira quelques bonnes rencontres encore. À très bientôt pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme. Merci Pug, merci à vous. À bientôt. Au revoir tout le monde.